Monseigneur, révérend pasteur, chers professeurs, distingués invités et chers jeunes protestants congolais. Je tiens d'abord à remercier l'Église du Christ au Congo qui m'invite pour la deuxième fois de vous parler de la balkanisation. La fois dernière, on a parlé des mythes et réalités. Aujourd'hui, je vais m'efforcer d'expliquer, de démontrer les processus de la balkanisation de la RDC hier et aujourd'hui, pour terminer par comment l'arrêter. La fois dernière, à la clôture de la conférence de la balkanisation de la RDC organisée le 24 juillet 2020, le président de l'EDCC avait déclaré, je le cite, « Au regard des multiples défis auxquels fait face notre société, le silence de l'Église est une trahison. C'est pour cette raison que l'Église du Christ au Congo, de par sa mission prophétique, est appelée à dire la vérité, dénoncer toutes les injustices et tout ce qui avilit l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et proposer les voies idoines de sortie de crise. Face au danger de la balkanisation de notre pays, nous sommes obligés, chacun dans son domaine, à nous lever comme un seul homme pour barrer la route à ce projet macabre et abject projet. Fin de citation. Je pense que l'Église protestante du Congo s'inscrit dans la tradition qui est une tradition venant aussi des églises protestantes américaines. Il ne faut pas oublier que dans la lutte contre l'esclavage et l'exploitation des Noirs américains, les églises protestantes américaines ont joué un rôle important. En ce qui nous concerne, je pense que nos églises protestantes, depuis la colonisation du Congo en 1885, ont été toujours du côté du peuple. Pour preuve, il y a eu dans les Kasaï un prêtre, un missionnaire noir américain appelé William Shepard, je pense chez les Bakuba, il est très bien connu, qui avait dénoncé les atrocités du système léopoldien qui était sur les populations congolaises du Kasaï, qui était utilisées par la compagnie du Kasaï. Et les missionnaires ont eu un procès intenté par l'État indépendant du Congo. Il a été condamné. Il va rentrer en Amérique en 1910. Mais il avait continué à écrire sur l'Afrique. Il est mort en 1927 à Louisville, en Amérique. Voilà l'exemple pour la jeunesse protestante congolaise qu'il faut suivre. William Shepard n'a pas cédé aux menaces de Léopold II. Pour rappel, il faut dire que quand on avait découvert les caoutchoucs aussi au Congo, il y avait une forte demande de caoutchouc sur le plan international. Le système Léopold II avait exploité les populations congolaises. On avait coupé des mains, tué des Congolais. C'était un génocide de 1885 en 1906. Donc parmi ceux qui ont dénoncé Léopold II, il y a eu ces Noirs américains, William Shepard,
Mais il y en a aussi d'autres, comme Du Bois et Washington, avec qui ils avaient travaillé quand ils étaient de retour en Amérique. Mais on ne peut pas parler de la balkanisation sans donner de définition. Je pense que pour la jeunesse, c'est très, très important. Le terme balkanisation est employé pour désigner les processus de morcellement d'unités politiques et géographiques, c'est-à-dire d'États d'une certaine étendue qui existaient auparavant à une multitude d'États plus petits, à la viabilité plus ou moins précaire, afin de profiter des divisions ainsi créées pour en diminuer la puissance et ainsi manipuler aisément les nouvelles entités étatiques. La balkanisation peut être géopolitique ou géoéconomique. Sur le plan géopolitique, il y a balkanisation quand une partie d'un territoire ou d'État est démembrée de celui-ci et passe sous le contrôle politico-administratif de notre État. Sur le plan géoéconomique, il y a balkanisation lorsqu'une partie d'un État ou d'un territoire, sans être démembrée de ce dernier, est économiquement exploitée par un autre État, d'autres États ou des entités étrangères. Cependant, il faut relever que dans la stratégie de la balkanisation, on peut commencer et partir de la balkanisation géoéconomique pour aboutir à la balkanisation géopolitique que l'on vise. C'est cette dernière formule qu'on est en train de mettre en place dans les provinces de l'Est RDC. Je pense que vous avez vu l'ambassadeur américain à Minembwe. Ce n'est pas un fait du hasard. Pour les politiciens, donc, il est en promenade. Mais la réalité est tout autre. John Le Carré, qui est un romancier britannique, il avait publié un ouvrage, donc un roman, Les Chants de la Mission. Dans ce roman, John Le Carré explique que le plan américain, c'est de consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à la rendre incontournable. Ce qu'ils veulent, concrètement, c'est une annexion en douceur. Ils comptent sur un coup de main de la CIA. La balkanisation de la RDC n'est pas un fait du hasard. Il faut que les gens comprennent que tout est construit, tout est étudié, tout est analysé. Mais aussi, ce n'est pas la première fois que le Congo est visé pour l'imploser. Il y a eu les premières tentatives, c'est après 1960. Je pense pour la jeunesse, ils n'ont pas appris cette histoire. Il y a eu l'État indépendant du Katanga, qui a été proclamé par Tshombe le 11 juillet 1960. Et cet État indépendant du Congo, pardon, du Katanga, était soutenu par la Belgique, les grandes puissances et les multinationales, en particulier la Société Générale de Belgique. Et ceux qui étaient au Katanga connaissent l'union minière du Katanga. Pour nos amis capitalistes occidentaux, il n'était pas normal qu'on laisse les richesses du Katanga dans les mains des Congolais, pour ne pas dire dans les mains des Noirs. Ils ont soutenu l'indépendance du Katanga, de Moïse Tshombe, et ils ont eu à financer la guerre, l'armée, et ils sont parvenus à mettre en place une monnaie, une armée, une police, et ils avaient un drapeau, et ils avaient leur hymne national. Le Katanga n'était pas seul. Il y avait une deuxième tentative. C'était avec Kalonji Moulopoué, qui a créé le 8 août 1960 l'État autonome du Sud Kasaï.
La différence ici est que Kalonji n'avait pas de visée indépendantiste parce qu'il a été contraint à cause des réfugiés Balouba qui ont été chassés au Kasaï, donc à Lualabour. Il était obligé de chercher l'argent pour les nourrir. C'est ainsi qu'il avait sollicité l'argent auprès de l'international belge et on lui a demandé de déclarer l'indépendance du Sud Kasaï. Mais pour Tchombe, c'était très clair. Les Occidentaux, en particulier les capitalistes occidentaux, ne pouvaient pas laisser une province très riche contrôlée par les Congolais, en particulier le Mumba et d'autres nationalistes. Ces aventures du Katanga et du Sud Kasaï vont prendre fin avec l'intervention des troupes des Nations Unies au mois de janvier 1963. En plus, cette indépendance, la fin de l'indépendance du Katanga a eu à faire des victimes. La première victime, c'est Daha Madior, qui était secrétaire général des Nations Unies, qui est mort dans un avion en Dola, dans un accident d'avion en Dola. Mais selon certaines informations, actuellement, son avion a été attaqué par une aviation belge, donc qui était au Katanga. Et deuxième victime, c'est Patrice Emery Lumumba. Lui, il a été assassiné par des Belges avec la complicité de collabos internes au Katanga en 1961. C'est ainsi que les autres, voyant que Lumumba est décédé, il fallait mettre fin à cette indépendance. Et surtout les Américains n'étaient pas d'accord avec les Européens. Et la session katangaise prendra fin en 1963. Et Tchombe était obligé de s'allier à Léopoldville pour faire les élections vers les années 64. Ça, c'est l'échec de la première tentative de la banganisation du Congo. On a la deuxième tentative, c'est l'actuelle. Les guerres dans la partie orientale RDC ont comme objectif la balkanisation et le pillage des richesses naturelles et minières. Souligne Thomas Thuner, qui était professeur à Lubumbashi. Ceux qui ont fait le Lubumbashi le connaissent très bien, il était avec Raph Young. Thomas Thuner, qui est professeur à Virginia Commonwealth University, avait publié un ouvrage en 2007, Congo Wars, Conflit, Myth and Reality. Pour comprendre ce que j'appelle ces guerres d'usure dans la partie orientale de notre pays, qui risque d'aboutir à sa balkanisation, il faut tracer l'itinéraire des guerres dans la région des Grands Lacs et leurs objectifs. Ce qui se passe actuellement, c'est vrai, on accuserait les Tutsis, mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de reconfigurer la géopolitique de la région. Et ceux qui ont décidé de reconfigurer la géopolitique de la région, ce ne sont pas les Rwandais, ce sont nos amis capitalistes qui étaient à Berlin en 1885. Et ces gens pensent que le Congo leur appartient. Donc ils ont le pouvoir sur nos dirigeants et sur nous. Dans son ouvrage « La géopolitique de stabilité dans la région des Grands Lacs », réflexion sur les réfugiés, ces acteurs, auteurs d'imitation géopolitique, le fait professeur Biyoya Makutu a démontré comment les réfugiés rwandais sont instrumentalisés par les puissances occidentales pour étendre leur influence dans cette partie de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, qu'on le qualifie actuellement la région des Grands Lacs. Cette nomination, ça ne vient pas des Africains, ça vient des Européens, surtout les Hollandais, les Britanniques et les Allemands, qui ont voulu créer leur espace d'influence en Afrique centrale et Afrique de l'Est. Mais comment est-ce que,
les autres ont pensé utiliser le réfugié rwandais. Tout a commencé avec le soutien de la Tanzanie de Julius Nyerere à la rébellion ougandaise menée par Yoweri Museveni. Et Museveni, avec sa rébellion, a utilisé les réfugiés rwandais qui étaient éparpillés dans la sous-région, donc dans les pays voisins. Ces réfugiés rwandais viennent de l'ancien royaume du Rwanda, qu'on peut appeler Tutsi, qui a été chassé du pouvoir par Idi Amin Dada avec la révolution Hutu. Ils sont partis de la Tanzanie, donc tous les réfugiés rwandais de 1959 et autres qui sont ajoutés après, ils sont partis de la Tanzanie avec Museveni pour faire la guerre à l'Ouganda de Idi Amin Dada. Museveni prend le pouvoir. En prenant le pouvoir avec le soutien des réfugiés rwandais, qu'on appelle actuellement Tutsi, il a permis à ce que ces réfugiés accèdent à des postes stratégiques. Ce qui a fait qu'en Ouganda, les populations ougandaises n'ont pas accepté. Museveni était obligé de se séparer avec ces réfugiés en les soutenant à son tour de prendre le pouvoir au Rwanda en chassant Habyarimana. Et pendant cette période qu'on a chassé Habyarimana, il y avait des problèmes chez nous. Les Tutsis congolais qui avaient eu la nationalité collective en 1971 sous le directeur du cabinet du président Mobutu Habyarimana se sont vus retirer leur nationalité en 1981. Ils étaient obligés de s'associer avec tous les Tutsis qui étaient dans la région, dans la sous-région, pour faire la révolution. C'est ainsi que la guerre de l'AFDEL a commencé. Cette guerre, l'AFDEL, qui n'était pas montée seulement par les Rwandais, ou bien les réfugiés rwandais, ça a été monté en Amérique par les clans Bill Clinton avec les multinationales anglo-saxonnes pour instrumentaliser les Rwandais, les réfugiés rwandais, et mettre la main sur le Congo afin de contrôler les richesses. C'est ainsi que l'armée rwandaise, burundaise et ougandaise ont envahi la RDC. Mais il faut aussi comprendre que c'est après la guerre froide que sous Bill Clinton, on a pensé qu'il y avait de nouvelles élites qui pouvaient jouer un rôle important dans le cadre de la nouvelle Renaissance africaine. Et parmi ces nouvelles élites, vous avez Museveni, vous avez Kagame, il y a encore un autre d'Érythrée et d'Éthiopie. Donc les Américains les ont utilisés pour contrôler un peu toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Mais pour légitimer la guerre de l'AFDEL, les Rwandais, les Ougandais et les pays occidentaux, l'aide multinationale, étaient obligés de chercher un Congolais, qu'on dit un Congolais autochtone. C'est M. Museveni qui va présenter Mzee Laurent Désiré Kabila à Kagame. Kagame ne le connaissait pas, parce que ça fait longtemps que nous étions dans les maquis. Et de là, Mzee Kabila a pris la tête de la révolution, l'AFDEL. Mais dans leurs calculs, selon les accords de l'Emera, ce n'était pas Mzee qui devrait être président. Ils arrivent à Lubumbashi, le 17 mai, après la fuite de Mobutu du pouvoir. Mzee s'autoproclame président. C'était une surprise pour eux. Museveni et Kagame le disent clairement, ils n'étaient pas très contents que
Mouzé est fait par tous les moyens pour les dribbler, comme on parle en français facile. Mais quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa, il a placé, ou bien les Rwandais, l'Ouganda ont placé dans des institutions de la RDC au sein de l'armée des Rwandais et des Ougandais. Pour preuve, vous savez, il y avait Kabarebe James qui était un général rwandais, mais qui était le chef de l'état-major des forces armées congolaises sur Musée. Il y en a d'autres aussi, comme Bizi Makahara, étaient aux affaires étrangères. Là, on a vu que les Rwandais, les Banyamulenge et les Burundais et les Ougandais se sont retrouvés dans les institutions de la RDC. Ne voulant accepter la tutelle du Rwanda, de l'Ouganda, Musée Laurent Désiré Kabila va se libérer de cette tutelle. Il a commencé par limoger les chefs d'état-major James Kabarebe et décida de chasser les militaires rwandais et ougandais de l'armée congolaise le 27 juillet 1998. Ce jour-là, je pense que pour les gens qui sont âgés, ils savent ce qui s'est passé le 2 août. Parce que quand on a chassé les troupes, pardon, les militaires rwandais et ougandaises, la réaction des soldats et politiques Tutsis remerciés ne s'est fait pas attendre. Donc, c'était le début de la guerre, la deuxième guerre d'agression. Ce qu'on peut appeler la guerre du RCD. Le 2 août 1998, des ex-militaires des forces armées zaïroises basées à Goma et des combattants Banyamulenge, incités et appuyés par l'armée patriotique rwandaise, déclenchent une nouvelle rébellion à partir de Goma dans le Kivu. Ils créent un mouvement appelé Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD, et occupent le Kivu. En occupant le Kivu, Kigali appliquerait les fameux accords secrets de l'Emera, qui donneraient le droit d'occuper le Kivu, considéré historiquement rwandais. Cette deuxième rébellion soutenue par Kigali avait un autre objectif, c'est de renverser le président Laurent Désiré Kabila. Le 6 août 1998, à un mouvement de contournement, les rebelles s'emparent d'un avion de ligne congolaise et atterrissent à la base gouvernementale de Kitona, sur la côte atlantique, dans la province du Bas-Congo, où ils sont rejoints par les troupes gouvernementales mutinées. Plusieurs villes de l'Est et aux alentours de Kitona tombèrent ainsi sous les coups du RCD, du Rwanda et de l'Ouganda. Face à cette situation, Musée Laurent Désiré Kabila fait appel à la population de Kinshasa pour défendre la ville en attendant les troupes des armées zimbabwéennes, angolaises et namibiennes. Le 29 août 1998, les armées congolaises reprennent le contrôle du sud-ouest grâce à l'appui des troupes du Zimbabwe et de l'Angola. Le 27 août 1998, elles bénéficient du soutien des soldats de la Namibie, puis le 28 septembre 1998, ceux du Tchad. Donc, ce qu'on a commencé à appeler la guerre africaine. Donc, ça devient une guerre régionale où vous avez d'un côté les troupes ougandaises, rwandaises, burundaises, et en face, vous avez les troupes angolaises, zimbabwéennes et namibiennes. Suite à l'échec de l'aventure ougandaise que le Conseil de sécurité des Nations Unies vont intervenir le 31 août 1998, appelant à une solution pacifique du conflit en RDC, notamment un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les forces étrangères et l'engagement d'un processus pacifique de dialogue politique en vue de la réconciliation nationale. Ici, il faut relever que pendant que les Rwandais et l'Ouganda, les armées rwandaises et ougandaises occupaient déjà l'est du Congo,
Mzee Laurent Désiré Kabila avait dénoncé, personne ne les prenait au sérieux. Nos amis occidentaux, avec leurs médias, ils disaient que c'était la rébellion Banyamulenge. Donc il a fallu qu'il y ait l'intervention de l'Angola, de Zimbabwe et de Namibie pour sauver Mzee Kabila, mais aussi sauver le Congo. Dans cette intervention, il faut relever ici que le Zimbabwe a joué un rôle très important. N'eût été l'intervention de Mugabe personnellement, le Congo serait déjà balkanisé. Je pense qu'il faudrait que ceux qui sont encore jeunes relisent cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mzee Kabila a eu des contacts avec, le président zimbabwéen. Et l'homme, comme un ancien maquisard, il avait le sens de l'histoire. Le président zimbabwéen a décidé seul, sans consulter son parlement, sans consulter son gouvernement. Il a amené des troupes à l'aéroport de Ndili. Les Occidentaux ont fait pression sur lui, l'homme n'a pas cédé. Donc c'est pour rappeler aux gens aujourd'hui qui sont à Kinshasa, qui boivent et qui dansent, que sans les Zimbabwe, le Congo serait balkanisé. Après de laborieuses tentatives de médiation menées par différentes instances, les chefs d'État des 6 pays impliqués dans la guerre en RDC, ainsi que les principaux mouvements d'opposition armés, ont finalement signé le 10 juillet 1999 à Lusaka, en Zambie, ce qu'on appelle un accord de paix de Lusaka. Mais là, ce qui est encore frappant, pour que les gens comprennent que ceux qui viennent nous donner des leçons de démocratie et de développement ne sont pas de notre côté. On a fait par tous les moyens pour que les rebelles du RCD, à la tête avec Rouberwa, les rebelles du MLC, négocient au même niveau avec le président Kabila, donc le gouvernement congolais. Le 16 janvier 2001, après avoir signé l'accord de Lusaka, le président Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau au Palais de Marbre à Kinshasa. C'est Joseph Kabila qui le succède comme nouveau président de la République du Congo, démocratique du Congo. Ainsi, le 22 février, parce que Mzee Kabila ne voulait pas de l'accord de Lusaka, il avait totalement refusé, mais quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, le 25 février 2002, c'était le début du dialogue intercongolais à Sun City, en Afrique du Sud. 360 délégués représentant les principaux belligérants, donc le gouvernement de Kinshasa, mouvement de libération de Jean-Pierre, mouvement national de libération de Jean-Pierre Mbemba, soutenu par l'Ouganda, Rassemblement congolais pour la démocratie d'Azarias Rouberwa, soutenu par le Rwanda, l'opposition politique non armée, comprenant plus d'une quinzaine de partis politiques, ainsi que 80 délégués de la société civile. Après des discussions, sous la conduite du gouvernement sud-africain et du représentant du secrétaire général des Nations Unies, Moustapha Niasse, les Congolais aboutissent le 17 décembre 2002 à Pretoria, en Afrique du Sud, à la signature d'un accord global inclusif. Ainsi, au terme de ce consensus obtenu, signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et endossé à Sun City le 2 avril 2003 par toutes les parties, la guerre est donc officiellement finie et une transition politique de 24 mois est décrétée qui devra aboutir à l'organisation des élections générales. De ces élections, avant qu'on ait aux élections, on a mis un gouvernement d'union nationale qui va piloter la transition avec une formule magique 1+4. Cela signifie un président, qui était le président Kabila, et 4 vice-présidents. Il y avait Rouberwa, il y avait Jean-Pierre Mbemba, il y avait Erodia, mais aussi Arthur Ngoma, Zaïdi.
Mais dans tout ça, il y a des choses qui devraient quand même interpeller les Congolais à San City. Généralement, ils étaient partis pour boire et manger, mais ils n'étaient pas tellement très attentifs à ce qui s'est passé. Quand on a mis en place la formule 1+4, Alsace Roubaix a pris la charge de la défense et de la sécurité intérieure. Or, Roubaix avec RCD était proche du Rwanda. Donc la sécurité, les renseignements et l'armée étaient sous le contrôle du Rwanda à travers Roubaix. Et Jean-Pierre Mbemba, deuxième vice-président, a pris en charge l'économie et les finances. Il était proche de l'Ouganda. L'opposition de ces deux vice-présidents offre l'occasion à l'Ouganda et au Rwanda de contrôler l'armée, les services de renseignement et l'économie de la RDC. Tous les rebelles, sans distinction de nationalité, ont été intégrés dans l'armée nationale par les processus dits de brassage des troupes. Donc on a pris, et notre armée, on a récupéré tous les bandits qui étaient à l'Est, qui tuaient nos populations. Et ça a été conseillé par nos amis et frères qu'on appelle la communauté internationale, qui étaient complices. Parce que c'est elle qui est à la base de la guerre à l'Est, avec un projet de la balkanisation. Ainsi, le Rwanda va occuper les provinces du Kivu et l'Ouganda, la province orientale, pour piller systématiquement des richesses du Congo. Rappelez-vous de la guerre de Kisangani, où les troupes rwandaises, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont affrontées. À Kisangani, ça fait beaucoup de morts. Il y a eu, après avoir mis en place la formule 1+4, la formule de transition, il y a eu des élections en 2006, où le président Kabila a été élu président et chef de l'État. Mais ce qui est frappant ici, et chaque fois que nos amis Banyamulenge et d'autres Tutsis, parce qu'il faut dire que tous les Banyamulenge ne sont pas Tutsis, donc tous les Tutsis ne sont pas des Banyamulenge, il y a des Banyamulenge, il y a des Tutsis. Donc il faut apporter cette différence-là. Donc il faut qu'on comprenne à chaque fois qu'il y a des négociations, et quand nos amis voient qu'ils perdent un peu le pouvoir, le contrôle de l'armée, de tout, ils créent une crise. Il y a eu d'abord la crise du RCD, quand vous n'étiez pas d'accord. Il a décidé de chasser dans des places stratégiques tous les Rwandais, Ougandais et les Banyamulenge qui étaient avec les autres pour faire la rébellion à l'RDC. En 2004, pour ceux qui ont encore la mémoire, ils vont se rappeler que le général Nkunda, qu'on appelle Nkunda Batouare, dans le cadre de l'intégration de l'armée, de brassage, a refusé d'intégrer l'armée nationale. Il est resté dans le sud Kivu. Mais il a gardé une grande partie des militaires issus du RCD. En fait, ce sont des imitations. Vous avez l'AFDEL, ça ne marche pas. On crée RCD, ça ne marche pas. On crée CNDP. C'était le début de la troisième guerre. Nkunda s'est déclaré défenseur impénitent des Tutsis. Il exige l'expatriation des Hutus et l'érection du territoire de Minembwe. Situé dans le sud Kivu, ce territoire du nom de Minembwe avait été créé le 2 septembre 1999 par l'RCD Goma, qui gérait encore les deux provinces du Kivu. Plus grand que le Rwanda, ce territoire priverait plus de 300 000 Bembe de Fizi et plus de 300 000 Vira Fuliri d'Uvira, de 3/4 des terres vitales parmi les plus fertiles, irriguées et riches en or. Cassiterite,
coltan et cuivre. Ces autochtones allaient se trouver confinés sur une bande de terre longue d'à peu près 190 km et large d'à peine 2 à 5 km. Le RCD avait créé ce territoire après un nettoyage ethnique implacable. C'est là que vous comprendrez les débats sur Minembwe aujourd'hui. En dehors de Banyamulenge, ce territoire regorge beaucoup de richesses minières. Il y a les coltans. Donc, si les problèmes posent, si les territoires de Banyamulenge ou bien la commune posent problème, c'est parce qu'on l'a créé. Ça a pris une partie des autres territoires, de Bafulero, de Babembe et autres. Et curieusement, c'est là où il y a des minéraux. Et les autres n'ont pas accepté qu'on puisse prendre leurs terres et leurs territoires. Voilà pourquoi, dans cette partie du pays, il y a des problèmes depuis que l'RCD a mis en place ce territoire. Mais il faut dire ici que le président Tshisekedi a pris une bonne décision de faire appel aux scientifiques qui ne sont pas d'ici Kivu pour essayer un peu de résoudre cette question. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on trouve une solution. Et ça demande de ne pas utiliser le cœur. Il faut qu'on utilise notre intelligence pour qu'on s'en sorte. Parce que ce qui se joue ici, non seulement c'est la survie de notre nation, mais aussi l'indépendance de l'Afrique. En mai 2004, une mutinerie éclate à Bukavu. Celui-ci est provoqué par le colonel Tutsi Gilles Mutebouzi, qui refuse que les soldats Banyamulenge obéissent à son chef hiérarchique, le général Moussa Mabé. En mission en Ituri, en province orientale, Laurent Nkunda vient vite au secours de ses frères Banyamulenge à la tête d'une troupe de soldats Tutsis retirés de l'armée nationale et venus du Rwanda voisin. C'est pour vous dire que le Rwanda est toujours présent jusqu'à aujourd'hui. Du 2 au 9 juin 2004, Nkunda est le maître de Bukavu. Il sera chassé le 10 juin 2004 après les manifestations des étudiants à Kinshasa qui sont partis protester contre la MONUC. Mais aussi, il y a eu une forte pression internationale. Madame Makombo a fait un témoignage parce qu'elle était conseillère politique du secrétaire général Kofi Annan. Elle nous expliquait quand on a pris Bukavu et quand nos amis occidentaux ont vu la masse de gens qui sont descendus dans la rue, ils étaient obligés de reculer. Donc ici, c'est pour relever l'importance de l'opinion. Si l'opinion mobilisée, ceux qui ont des ambitions sur notre pays peuvent reculer. En 2007, le gouvernement du président Kabila décide d'en découdre avec le CNDP de Laurent Nkunda. L'armée nationale sera vaincue par les troupes de Nkunda soutenues par le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale. Après cette défaite, le gouvernement congolais est obligé de négocier en position de faiblesse avec le CNDP. Ces négociations ont abouti à l'acte d'engagement de Goma signé le 23 janvier 2008. Il faut dire ici que quand le gouvernement congolais a décidé d'attaquer et de mettre Nkunda hors de nuire, on a mobilisé une affaire de 26 000 militaires. On a acheté des armes. Mais ce qu'on ne savait pas, qu'on était déjà infiltré, non seulement par les transfuges d'IRCD ou bien de l'AFDEL, des Rwandais qui étaient dans notre armée. Et dès qu'on a déplacé les armes et les militaires, Nkunda a eu l'information. Après quelques affrontements, Nkunda a mis la main sur toutes les armes qu'on avait achetées. C'était une humiliation pour le gouvernement de Kabila. Après cette défaite, le 23 mars 2009, le CNDP signe des accords avec le gouvernement congolais. Conséquence, les rebelles sont intégrés dans l'armée nationale par le processus de mixage. Les anciens rebelles, on a fait
les brassages. Mais avec le CNDP, on a fait les mixages. Et le CNDP va se muer en parti politique et intègre les institutions de la République. Mais malgré tout ça, certains Banyamulenge sont restés, militaires Banyamulenge sont restés à l'est du Congo. Kunda est arrêté, il est à Kigali. Le mouvement semble s'essouffler. Au mois de novembre 2012, on va apparaître la rébellion de M23. M23 n'est d'autre que la continuité du Rassemblement congolais pour la démocratie créé le 2 août 1998 et du CNDP de Laurent Nkunda créé en 2004. D'ailleurs, le nom mouvement du 23 mars ou M23 est la date de la signature des accords entre le gouvernement congolais et le CNDP. La nouvelle rébellion revendique la mise en œuvre de ces accords signés entre l'État congolais et le CNDP en 2009. Au mois de novembre, la rébellion du M23 et les troupes rwandaises occupent Goma, dans la province du Nord Kivu. L'armée congolaise et les troupes de l'ONU ont fui. Ils se sont repliés sur Bukavu, donc sur le Bukavu dans la province du Sud Kivu. Ici, il faut rappeler, ce n'était pas tellement les rebelles du M23, c'était l'armée rwandaise, et là qui était sur le terrain. Et pour la première fois, il y a eu des réactions des Américains et des Britanniques. Il y a eu l'intervention du ministre des Affaires étrangères britannique William Hague et le secrétaire d'État américain John Kerry qui ont téléphoné personnellement à M. Kagame. On lui a demandé de retirer ses troupes de la RDC. Kagame a exécuté. C'est ainsi que vous avez vu que quand notre armée a attaqué, on a mis les M23 hors d'état de nuire. Une partie s'est réfugiée au Rwanda, une autre en Ouganda. Et cette fois-ci, l'armée a été secondée par les forces des Nations Unies, donc la MONUSCO. Cette nouvelle guerre, donc la guerre du M23, avait pour objectif d'obtenir la sécession de deux Kivu. Il y a eu un représentant de James Kabarebe qui ont eu une réunion à Gisenyi. Et ce représentant est arrivé au Congo, donc à l'est, au Kivu, pour dire que les Rwandais et l'Ouganda, pour dire que les Rwandais soutiennent M23 et l'objectif c'était d'annexer le Kivu et donc les provinces du Kivu. Donc cependant, les ambitions du Rwanda et de l'Ouganda sur la partie est de notre pays ne datent pas d'aujourd'hui. En 2003, un certain Xavier Chiribanya avait lancé un mouvement sécessionniste dont l'objectif était de séparer les provinces de Maniema, du nord et du sud Kivu et les districts de l'Ituri du reste de la RDC. Vous comprendrez pourquoi toutes ces provinces ont des difficultés jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, les groupes d'experts du rapport des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de 2012 estimait que la présence du Rwanda a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider les Rwandais à exercer son contrôle économique. Ici, il ne s'agit pas
ni des Rwandais, pardon, ni des Hutus, ni des Tutsis. Ici, on parle des Rwandais. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont à l'est du Congo se rendent compte, même si on parle de Tutsis de manière générale, mais on est en train de placer les Rwandais donc, aux frontières avec la RDC. Donc, on tue les Congolais, on traumatise les Congolais, on les chasse, ils entrent à l'intérieur. Entre-temps, on place les réfugiés rwandais et autres, on les place là-bas, avec tous les Hutus qui avaient fui les génocides. D'autre part, pour finir avec la rébellion du M23, qui en réalité est composée des troupes du Front patriotique rwandais, un accord cadre d'Addis Abeba est signé entre l'M23 et le gouvernement congolais dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le 24 février 2013. Après cet accord cadre d'Addis Abeba, en Éthiopie, curieusement, les négociations sont ouvertes à Kampala en 2013 entre les représentants du gouvernement congolais et les rebelles du mouvement du M23, avec comme médiateurs les parrains de la guerre de l'agression, le président Museveni. C'était curieux, un pays qui nous agresse, nos amis occidentaux nous conseillent d'aller chez lui chercher un peu la médiation. À Kampala, l'M23 avait proposé à la médiation organisée par Museveni un projet à soumettre aux représentants du gouvernement congolais. Certaines dispositions de ce projet d'accord reconnaissent au M23 l'entière souveraineté des territoires sous son contrôle. L'article 5 de ce projet d'accord dispose que, du fait des guerres récurrentes ayant entraîné la destruction des infrastructures, du tissu socio-économique, la fracture de la cohésion sociale et l'absence de toute perspective de développement, suite au déficit d'une paix durable et de la sécurité, durant les dernières décennies dans l'Est de la RDC, le gouvernement s'engage à décréter la partie Est de la RDC, donc Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Uele, Maniema et Tanganyika, comme étant une zone sinistrée. À ce titre, la zone déclarée sinistrée devrait jouir un statut administratif particulier. 2. D'un plan de développement spécial. 3. D'une large autonomie fiscale et financière. 4. D'un concept opérationnel particulier pour la sécurisation. Pire encore, l'M23 s'octroyait des droits d'exercer son autorité sur une période de 5 ans et renouvelable dans les territoires passés sous son contrôle depuis une décennie. C'est là où on a vu l'hypocrisie de la soi-disant communauté internationale. Madame Mary Robinson, qui était l'envoyée spéciale des Nations Unies dans les Grands Lacs, conseillait le gouvernement congolais, les représentants du gouvernement congolais, de laisser cet espace à M23. Donc c'était une autre façon de jouer à la balkanisation du Congo, mais avec le soutien de ceux qui viennent nous donner des conseils ici. C'est ça la naïveté des Congolais. Ils croient en tout le monde. Ce projet d'M23 de balkanisation transmis aux négociateurs congolais à Kampala a été rejeté par le gouvernement congolais. Le président Kabila et son gouvernement ont refusé de signer ces accords. Et cela, c'est devenu une impasse jusqu'à aujourd'hui. Donc, la guerre de M23 n'a pas abouti à un accord. En attendant maintenant les reprises de négociations, parce que vous avez suivi dernièrement, ils réclamaient qu'on reprenne les négociations dans le cadre de Sirgel,
Et le mouvement M23 avait lancé d'ailleurs un communiqué. En attendant la reprise des négociations, les populations des provinces orientales et l'armée congolaise sont soumises à la guerre de basse intensité ou guerre hybride. Chaque jour, je pense, on ne vous apprend rien. Il y a des massacres à Ituri, des tueries, des déplacements de populations. Curieusement, à Kinshasa, il y a silence. Au Parlement, il n'y a pas de débat. Dans les médias, il n'y a pas d'information. Quelquefois, on est surpris. On suit Africa News, on montre dans la province de Ituri des personnes tuées. Mais quand vous venez à Kinshasa, nos dirigeants, nos hommes politiques, pour ne pas dire les complices, qui sont dans les institutions, ne parlent pas. Donc, normalement, si on était dans un pays sérieux, avec des élites lucides, des élites qui ont le sens de l'histoire, ces débats sur la guerre à l'Est devraient avoir lieu au Parlement. On pense que c'est le Parlement qui est le représentant du peuple congolais. Mais ce qui est curieux aussi, pour comprendre que nos amis ont changé de stratégie. Ils ont tenté par des guerres, ils ont échoué, maintenant ils passent par l'économie. Il y a, par exemple, en cette période, il y a le président Museveni qui vient de lancer un projet de construire des routes en Ituri et au Nord Kivu. Donc il prend Beni, Kasindi, Bunagana et Rutshuru. À Kinshasa, aucune déclaration, même pas gouvernementale. Vous savez, il y a des choses qui doivent nous interpeller. Regardez, même du temps du président Kabila, quand il faisait, il dénonçait la balkanisation dans ses discours. Vous regardez dans les médias, personne ne reprenait. Aucun média, aucun homme politique, même dans son entourage. Nous vivons la même chose avec le président Tshisekedi. Le 30 juin 2020, le président Tshisekedi a dénoncé les projets de la balkanisation en disant il y a la complicité de nos frères congolais, des pays voisins, mais aussi des multinationales. Aucun débat dans les médias. Qu'est-ce qui se passe? Au Parlement, on n'en parle même pas. Mais curieusement, ils passent leur temps à discuter sur des questions inutiles. Ça signifie qu'on est infiltré à un niveau trop élevé. Je pense qu'il faut que les Congolais prennent conscience et s'organisent. Ça, c'est question de vie ou de mort. Et quand on regarde nos élites, même quand elles voyagent à l'extérieur, c'est du n'importe quoi. C'est comme des enfants. C'est comme si, pendant toute cette période de guerre d'usure, depuis la guerre de l'Afdel, on a placé des gens là où... on a placé des gens dans des places stratégiques pour casser toute revendication et toute résistance. Dernièrement, j'ai reçu des députés dans mon bureau. Et ces députés de Ituri, ils m'expliquaient. Au Parlement, on amène les rapports, on leur dit on tue des gens là-bas. Personne ne parle. Notre Parlement ici. Même au gouvernement, ils expliquent, personne ne prend le courage. Ils se sont sentis abandonnés. C'est donc pour laquelle je pense qu'il faudrait, comme le débat a commencé sur Minembwe, il faut le faire sans passion. Je vois beaucoup de gens qui s'agitent en parlant toujours des Tutsis. Ça serait une erreur d'analyse. Nos ennemis ne sont pas les Rwandais. Nos ennemis sont les capitalistes occidentaux prédateurs qui instrumentalisent les Rwandais et d'autres Africains. Aujourd'hui, à l'est du Congo, vous avez les Bororo. Donc, ils ont occupé et ils ont chassé les Congolais. Mais curieusement, Kinshasa, il n'y a rien. Le président Tshisekedi décide d'amener l'armée là-bas. Ça fait à peu près 22 000 militaires. On est incapable de protéger la population. On est tellement infiltrés. Mais curieusement, ceux qui nous font la guerre, qu'on appelle Afdel Nalou et autres rebelles, n'attaquent ni les Rwandais, ni l'Ouganda.
Tout se passe chez nous. Donc ça signifie que nos élites, qui sont, pas toutes, mais certaines élites qui sont au pouvoir, sont complices. Donc il faut avoir le courage de dénoncer. On n'a pas d'autre choix. Si on ne le fait pas, nous serons les esclaves des autres. Un autre élément, je pense qu'il y a un projet, pour vous dire qu'il n'y a pas seulement que le Rwanda et l'Ouganda, il y a un projet de l'ambassade des Pays-Bas. Ce projet a comme titre le programme foncier de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce programme foncier de l'Est, c'est pour 4 ans. Ce n'est pas vieux. Hein? On a lancé un appel aux ONG qui doivent aller sur le terrain le 30 septembre 2020. Donc c'est actualité. Et dans ce projet, le projet est utilisé, donc, comment dirais-je, mise en place par l'ambassade des Pays-Bas à Kigali et non à Kinshasa. Et quand vous regardez les plus belles, tous les projets qui sont à l'Est se placent dans le cadre des Syriens. Et cet espace géopolitique, je dirais que beaucoup plus des Européens, nous a mis dans des conditions difficiles. Au lieu que nous décidons si notre propre sort, ce sont les Occidentaux qui décident. Et n'oubliez pas, ils font beaucoup de pression sur nos dirigeants. Beaucoup de pression. Donc si l'opinion n'est pas mobilisée, ce n'est pas crier comme on le fait aujourd'hui, on s'agite, non. Il faut beaucoup réfléchir, mobiliser, manifester, mais aussi construire un autre discours qui peut permettre à ce que les idées du Congo soient, donc les offenses du Congo soient suivies à l'étranger. Parce que nous qui voyageons beaucoup, quand on est dans des milieux un peu sérieux, on dit mais qu'est-ce qui se passe au Congo? On ne connaît pas ce qui se passe ici. Rien. Mais pourquoi nos médias ne font pas du travail? Je suis journaliste, j'ai géré les groupes de presse potentiels. On m'a fait partir de là par les soi-disant amis. C'est ça la vérité. Je ne vais pas vous en parler, mais il faut quand même que je le dise. Parce que le projet de la valorisation me dérangeait. J'étais au département d'État américain. J'ai fait mes pays. On a eu des discussions avec les gens du service secret de Obama. On a eu des discussions avec les militaires, des discussions avec les diplomates. C'était en 2014. Au département d'État, on a reçu au État africain, on était des Congolais. Après le débat, il y a une dame qui était ici, qui s'appelait Catherine. Catherine était à l'ambassade ici en 2008. Elle va me dire de côté pour me dire, Freddy, nous sommes inquiets pour votre pays. Il n'y a pas un leadership qui émerge. Donc le problème pour nous, c'est l'absence de leadership. Il n'y a pas de leadership. Quand on dit leadership, ce n'est pas l'individu. Il faut que ça soit collectif. Au niveau des églises, il faut qu'on sente quand même l'église fait son travail. Au niveau des intellectuels, il faut qu'on sente que les intellectuels font leur travail. Au niveau politique, au niveau militaire, à tous les niveaux. Ce qu'on peut appeler l'énergie politique. Ça nous manque beaucoup. On a des individus, quelqu'un parle seul, il est très content. L'a dénoncé, après demain on oublie. Les Occidentaux ont déjà fait leur programme, leur plan pour organiser le programme. Ils sont décidés. Parce qu'il faut étudier la philosophie occidentale. Ces gens ne comprennent que le rapport de force. Ça signifie que vous devez être capable de les arrêter très rapidement. Si vous ne les arrêtez pas, ils vont continuer jusqu'au bout. Ça signifie qu'il faut normalement, chez nous, à Kinshasa, qu'il y ait la volonté de puissance. On a des élites très faibles. Très faibles. Si je prends le temps de Mobutu, vous voyez quand Mobutu passait, tout le monde sentait qu'il y avait non. Aujourd'hui, c'est vite.
même des petits pays. Nous avons un pays, un grand pays, mais les élites actuelles ne sont pas à la hauteur. Il faut les changer. Si on ne les change pas, il n'y aura rien. Donc il faut d'abord construire un rapport de force intellectuelle. Ça suffit quoi. Au lieu de s'agiter tout le temps, il faut prendre du recul, étudier, analyser et proposer des solutions. Quand je dis étudier, analyser, ce ne sont pas des politiques. C'est ce qu'on appelle les intellectuels, et les chercheurs et les journalistes. Ça peut donner une autre image de Congolais qui pensent. Parce que généralement, on a une image des Congolais qui dansent et qui boivent. On appelle le fait. Museveni aime beaucoup utiliser ça. Donc ça donne, en construisant un rapport de force intellectuelle, ça va donner un peu une identité. Et puis on va le respecter. C'est fait qu'il faut revoir les universités, revoir l'enseignement, revoir tout. Et surtout apprendre l'histoire. Beaucoup de gens, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des années 90, ils ne passent pas. Il faut apprendre. Et les autres ont compris. Si vous voulez casser un peuple, on casse l'éducation. Si vous voulez dominer un peuple, il faut casser la culture. Nous avons des gens aliénés, sans personnalité, qui sont manipulés et manipulables. Mais si vous avez des gens solides, qui ont le sens de l'histoire, comme les Kassavogo, les Bolikambo, les Lumumba, n'avaient pas fait l'université pour la plupart. Ils ont tenu devant les Belges. Mais comment nous, avec nos diplômes, nos doctorats, on est incapable de tenir debout. Donc ça signifie que nous manquons ce sens, donc je dirais la conscience historique, qui doit venir de l'histoire et de la philosophie. Je suis désolé, beaucoup de gens qui sont ici, ils connaissent Kant, ils connaissent Maxwell et autres. On ne connaît pas les philosophes congolais, même pas les philosophes africains. On ne peut pas se développer, on ne peut pas se libérer quand on réfléchit par procuration. Donc il faut reconstruire une nouvelle pensée, particulier sur le plan intellectuel, créer un rapport de force, mais il faut aussi sur le plan militaire. Mais vous avez un pays trop riche. Vous avez tout. Si vous ne savez pas les protéger, on vient les prendre. Mais je vois des gens en train de pleurer ici, on ne nous aime pas. Non! Le monde est violent. Tout est question de rapport de force. Vous devez vous apprendre à vous battre pour protéger d'abord vos minéraux, et votre indépendance, et votre liberté. Mais malheureusement, nous pleurons beaucoup. Donc, pour arriver à avoir ces rapports de force militaires, il faut nettoyer notre armée. Il faut enlever tous les infiltrés de l'armée pour avoir une armée congolaise qui peut se battre pour les intérêts du monde. L'autre élément important, c'est au niveau des médias. Je pense qu'on ignore un peu. Les médias, c'est un instrument de puissance. La télé, la radio. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui contrôlent les médias contrôlent l'opinion. Je vous prends l'exemple de Kagame. Kagame a financé beaucoup de médias africains. Partout où vous passez, on parle du bien de nous. Par contre, on parle du mal de nous. Et beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes agressés. Trop peu connaissent ça. Parce que dans tous les médias, en Afrique, je fais la Côte d'Ivoire, je fais les Cameroun, mais on parle du Rwanda, jusqu'au Maroc. Pourquoi chez nous, il ne faut pas condamner Kagame, c'est la bonne guerre. Il est fait pour son pays et pour son régime. Pourquoi chez nous on ne fait rien? Voilà la question qu'il faut poser à nos dirigeants. Pourquoi on ne peut avoir des médias à ces conditions? D'abord, les journalistes ne sont pas à la hauteur. Sur le plan technologique, nous sommes en retard. Tout ça, ça signifie quoi? Moi, je ne mâche plus mes mots. Il y a complicité. C'est très clair. Il y a complicité, il faut dénoncer ça pour que ça change. L'autre élément encore important avant de terminer, c'est nos rapports avec les Américains. Je pense que notre chance aujourd'hui, c'est d'avoir eu Trump. Cet homme qu'on qualifie de fou, n'est pas fou. Je me rappelle en 2018, avant les élections, Nikki Haley, qui était venu ici, donc c'est une américaine qui était aux Nations Unies, proche de Trump, est venu parler à Nanga,
de la sortie de l'audience, c'est-à-dire la fin de l'opération. Vous devez organiser vos élections en 2018. Si vous ne les faites pas, c'est votre problème. L'autre élément, c'est le rapport avec les Américains, c'est le cas de Tshisekedi. Beaucoup de gens oublient. Quand Tshisekedi a été élu, avant qu'on puisse proclamer à la Cour constitutionnelle, l'ambassadeur américain, Mike Hammer, est parti le voir à l'hôtel là où il était. Ce qui a fait, c'est que les Européens qui étaient dans le coup avec les amis de Genève n'ont pas apprécié ça. Parce que pour eux, il fallait que ça commence par là. Quand Hammer est arrivé, il a coupé court. Et vous avez vu l'attitude de Kagame. On dit ici, on va proclamer Tshisekedi, président par la Cour constitutionnelle. Kagame, il est encore président de l'Union africaine. Il déclare, d'abord il ne connaissait pas les élections, c'était mal fait. Et puis il demande d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait Kinshasa. Ce sont des signaux, quand je vois Kinshasa, ce sont des signaux il faut en tenir compte quand vous faites de la politique. Pour le moment, l'Amérique est de notre côté. Si l'Amérique est de notre côté, ce n'est pas parce qu'il nous aime, ce serait une illusion. Il le fait dans le cadre de la lutte pour le leadership mondial, en face de la Chine. C'est tout. Maintenant, la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour définir nos intérêts et les défendre? Qui est d'attendre de 30% avec tous ces médias qui sont au pouvoir. Donc, je peux dire que nous sommes du bon côté de l'histoire. On va s'en sortir, il ne faut pas désespérer, mais il faut y travailler, il faut s'organiser. Et donc, la meilleure organisation, c'est au niveau des universités. Nous sommes à l'université à côté ici. Il faut commencer à organiser comment dirais-je, les études. Comment aujourd'hui, quand il y a un problème au Congo, on doit se référer au bec. 60 ans après, il y a un problème. Ça prouve que nous, l'élite, n'est plus élite. Aucune vision. Donc il faudrait quand même que les universités s'organisent pour produire de nouveaux paradigmes. Permettre à ce qu'on puisse nous respecter. Et puis enfin, les conflits entre les Rwandais, l'Ouganda, tous ces petits conflits ici vont passer. Ça va passer. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde en pleine mutation. C'est le plan géopolitique. On a besoin de grands ensembles. Donc il faut penser la naissance africaine. Penser le panafricanisme. Mais en défendant nos intérêts, bien entendu. Il ne faut pas être naïf. Parce que quand vous avez un Congo puissant, riche, un Congo qui a leadership en Afrique centrale, c'est toute l'Afrique basse. Donc, prenons le temps de faire des analyses en partie pris et construisons l'avenir. Je vous remercie. Kongo na biso Kongo e, ka oseta ya libanda.